Bonjour à toutes et tous. Euh, J'espère que tout le monde est bien connecté du côté de notre public en ligne. Bienvenue pour ce e-lab dédié au sujet de la déontologie du mécénat d'entreprise. Nous sommes ravis de vous accueillir avec des interventions qui vont vous permettre de découvrir plus en détail l'historique, la méthode, les enjeux liés à cette initiative collective tout à fait inédite qui associe l'ensemble des organisations dont vous pouvez découvrir les logos en bas de cet écran. Sans plus tarder, je vous invite évidemment peut-être à éteindre vos micros afin d'éviter des perturbations pendant ces 90 minutes que nous allons passer ensemble. Vous serez évidemment invité aussi à poser des questions dans le chat auxquelles nous pourrons apporter des réponses par écrit. Et évidemment, en toute fin de session, nous avons un temps de questions. Ces questions-là seront libellées auprès de nos participantes et participants afin de vous apporter les éclairages demandés. Je vous propose que l'on voit un petit peu le programme de ces 90 minutes. Nous avons la chance d'avoir Marion Larouère, qui est maître de conférence en droit privé et sciences criminelles de l'Université de Toulouse 1 Capitole, qui va nous faire un propos introductif de mise dans le contexte de l'enjeu de déontologie. La déontologie, de quoi s'agit-il ? Et puis dans un second temps, nous allons avoir un propos qui permet de poser aussi l'historique et la méthodologie de cette initiative avec Oriane Austin des entreprises pour la cité, ainsi que Nicole Villès, qui est une personnalité qualifiée au sein d'Admical, qui ont toutes les deux été très actives sur ce sujet. Et cette petite session d'introduction de l'initiative fera place ensuite à une table ronde. Et nous avons la chance d'avoir à nos côtés aujourd'hui des acteurs et actrices qui vont pouvoir nous témoigner de l'importance opérationnelle de la déontologie. Isabelle Delaplace, déléguée générale de la Fondation française des Jeux, Jérémy Lachal, directeur général de Bibliothèques sans frontières, tous les deux constituent un duo, puisque la première, Isabelle Delaplace, représente l'entreprise qui soutient l'organisation Bibliothèques sans frontières. Donc, ce sera très intéressant d'avoir leur retour sur le duo qu'ils peuvent constituer dans ce partenariat. Lucille Peignot, déléguée générale de la Fondation IAD, Anna Benavides, directrice générale de la Fondation Lealtad, et puis j'aurai l'honneur de modérer ce moment pendant 40 minutes qui permettra de rentrer dans l'opérationnel. Enfin, la charte, le process de la charte et les prochaines étapes vous seront présentées par Mathilde Cuchet-Chossler du Don en Confiance et Clara Lemonnier de l'équipe Admical, qui est notre directrice juridique et affaires publiques. Et enfin, nous aurons un mot de conclusion de Patrick Joson, président du Don en Confiance, et François Debiès, président d'Admical. Et le temps des questions-réponses aura précédé ce mot de conclusion de nos deux présidents. Voilà, sans plus tarder, je vais passer la parole à Marion Larouère. Je vous en prie. C'est à vous, Marion. Merci beaucoup, Yann Keinec. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup de votre présence. Je voudrais tout d'abord remercier Clara Lemonnier pour m'avoir conviée à cet événement. Donc voilà, je suis maître de conférence à l'Université UT1 Capitole. Donc je travaille en général sur l'éthique des affaires, mais aussi en matière numérique et en matière de propriété industrielle. Je vais vous formuler quelques remarques générales sur ce qu'est une charte, un code de conduite et les enjeux, vraiment de façon très globale, que représente en fait l'emploi d'un tel outil. Donc il s'agit vraiment ici de percevoir la charte, le code de conduite comme un outil. D'ailleurs, les termes peuvent être extrêmement variés. On peut parler de code de conduite, charte éthique, charte de déontologie, code de déontologie. Derrière ces appellations hétérogènes, en fait, réside une même réalité, celle de s'engager à de bonnes pratiques pour soi. Donc voilà, c'est vraiment la particularité du code, c'est que on s'engage soi-même à respecter certaines normes de comportement. Concernant les orientations que peut revêtir une charte éthique ou code de conduite, j'utiliserai les termes de façon équivalente. La première orientation peut être en fait de formaliser un certain nombre de pratiques qui ont déjà cours dans le secteur
et qu'un certain nombre d'opérateurs identifient comme bonnes. Et donc, le code vient ici formaliser ces pratiques, disons, habituelles, usuelles, et que l'on a sélectionnées comme les meilleures. Une deuxième orientation pourrait être, en fait, comment dire, oui, d'élaborer des pratiques idéales ici, c'est-à-dire, bien sûr, toujours des pratiques considérées comme bonnes, mais vraiment comme atteignant un idéal, ou en tout cas s'en rapprochant le plus, sont vraiment ici des bonnes pratiques souhaitables. Donc, une charte, généralement, répond soit de l'une ou de l'autre de ces orientations, et il me semble que la charte ici du mécénat réalisée par Anne Nicale répond plutôt de la deuxième orientation, comme fixant en fait un degré d'exigence assez élevé. Voici quelques principaux enjeux de la charte éthique. Je vous en présenterai 3, à mon sens, en tant qu'universitaire, avec ce regard académique. Et donc, je m'enrichirai évidemment, bien sûr, de vos interventions respectives. Le premier de ces enjeux, je dirais que c'est celui de la légitimité, qui est lié en fait au mode d'élaboration de la charte. Celle-ci peut être, alors, si on se calque sur les codes de conduite disons, des affaires, elles sont souvent unilatérales, c'est-à-dire qu'elles sont propres à une organisation, elles sont élaborées par une entreprise, pour elle ou pour ses partenaires commerciaux, et donc chaque entreprise se dote de codes de conduite propres. L'inconvénient finalement de ce modèle d'unilatéralité, c'est finalement un affaiblissement de la légitimité, puisque déjà en soi, ces outils ne sont pas légitimes comme le serait une norme légale ou même une recommandation d'une autorité publique. Donc déjà, ces outils souffrent d'un déficit de légitimité, et l'unilatéralité ici vient renforcer cette faiblesse, disons, un petit peu originelle. Ce n'est pas évidemment un obstacle absolu. Évidemment, l'unilatéralité est, si vous voulez, comme un obstacle ou comme un frein pour que cette charte soit légitime. Et le risque, c'est de ne voir en fait dans le code ou la charte finalement qu'un outil de marketing, qu'une vitrine en fait de réputation, mais sans véritable densité en fait. Au contraire, les chartes qui bénéficient dans leur mode d'élaboration d'une concertation, d'une coopération, elles apparaissent beaucoup plus légitimes et sont à même de susciter confiance et finalement générer une bonne réception par les destinataires, ou ici par les signataires, si on prend évidemment le contexte de la charte de mécénat ici présentée. Cette concertation entre les opérateurs du secteur est absolument, je crois, fondamentale, puisque en ayant une charte d'ailleurs ouverte à l'adhésion, les signataires formeraient une sorte de club d'opérateurs responsables et engagés dans le respect de la loi, mais aussi dans le respect de dispositions qui vont au-delà de la loi. Donc, soit des pratiques qui sont déjà usuelles, soit dans des pratiques véritablement présentées comme souhaitables. Le deuxième enjeu est celui de ce que doit contenir ou pourrait contenir la charte de façon minimale. Là encore, en se calquant sur les codes de conduite des affaires, le rappel au droit positif apparaît fondamental. Non seulement s'appuyer sur les définitions légales, mais les rappeler, fait qu'en réalité, ce droit positif devient plus proche, plus compréhensible, plus accessible. Donc, on comprend mieux déjà les obligations légales qui incombent à chaque opérateur. Et en plus, cela assoit aussi la légitimité de la charte, puisqu'elle s'inscrit dans un cadre légal. Elle est presque un outil de bonne application de la loi, voire un outil de renforcement. Et donc ça lui donne une légitimité assez solide à notre sens. Enfin, pour terminer, le troisième de ces enjeux serait la mise en place de procédures de suivi. Alors, on n'utilise pas, là encore, en matière d'éthique des affaires, le terme de contrôle, parce qu'il dénote une certaine autorité
dont le suivi plutôt des chartes éthiques sont dépourvues, en fait, en réalité. L'idée est de vérifier ou de laisser les signataires la liberté de mettre en place des procédures pour vérifier la bonne application, la bonne mise en œuvre de la charte. Tout ceci s'inscrit en fait dans une logique de compliance. L'idée, c'est d'identifier les risques de violation des principes éthiques et donc en creux aussi de la loi, d'y remédier lorsque ces violations sont soupçonnées ou véritablement constatées, mais toujours dans une idée de collaboration, coopération, discussion, afin de se placer dans un processus en fait d'amélioration continue. Et donc, ces procédures de suivi peuvent tout à fait prendre la forme de questionnaires, de formulaires en fait à remplir ou de tout autre finalement dispositif pouvant être laissé à la liberté des signataires, de s'auto-évaluer. Bien sûr, là, l'idée, c'est de mettre en place des relations de confiance et dans la bonne foi. Cette question de suivi, c'est-à-dire qui intervient en aval de la signature de la charte, appelle aussi la question potentielle d'une sélection ou d'une vérification de la bonne foi de ces signataires en amont du processus de signature. Donc là, ce sera à vous de m'éclairer. Est-ce que finalement, est-il possible de ne pas laisser cette charte être appropriée par des organisations qui seraient susceptibles d'être assez peu soucieuses de son éthique? Parce que voilà, on a des garde-fous qui existent aussi en amont pour au moins un minimum de discussion, de preuves de bonne foi, afin de garantir finalement que cette charte ne sera pas appropriée par un acteur assez peu regardant. Voilà, je vous remercie. Je prendrai des questions si je suis toujours là tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci Marion, infiniment. Sans tarder, je passe la parole à Oriane Austin et Nicole Villaes qui vont nous dresser un petit peu les contours de ce projet, ses origines et la méthodologie qui a été suivie, qui va faire un peu rebond sur les propos qui viennent d'être tenus par Marion. Oriane et Nicole, je vous cède la parole. Merci. Nicole, il me semble. Ouais, on ne vous entend pas. Merci. Je vais donc commencer. Administratrice d'Admical, comme vous le voyez, et ayant participé au groupe de travail qui a élaboré la charte que vous connaissez maintenant, j'ai pensé, et nous avons pensé collectivement qu'il fallait vous en rappeler un petit peu l'origine. L'origine, c'est un contexte un petit peu particulier où on voyait d'une part le développement du mécénat avec de plus en plus d'entreprises mécènes et un montant des dons déclarés en croissance. Si vous voulez le constater par les chiffres, je vous invite à regarder le baromètre Admical qui est paru très récemment. On voit très nettement la croissance de ces deux indicateurs. Mais dans le même temps, il y avait aussi une remise en cause de la loi Aillagon. Vous vous souviendrez peut-être de la publication d'un rapport de la Cour des comptes dont la version de travail date de novembre 2018 et la version définitive du début de l'année 2019. Le titre en était pour un encadrement, meilleur encadrement du mécénat. Ça disait tout, et puis s'en sont suivis un certain nombre de dispositifs nouveaux et limitants, on va dire, pour aller vite. Dès lors et dès avant cela, Admical avait réfléchi à la manière dont on pourrait, sans en définir la forme, s'auto-réguler, dont la profession pouvait s'emparer du sujet de l'éthique de la déontologie pour l'améliorer collectivement. Parce que plus largement, les contacts avec les pouvoirs publics nous indiquaient clairement qu'il fallait passer à l'action sur ce thème. C'est ce qui a été fait, donc, avec un groupe de travail initié par Admical et piloté dont
en confiance, auquel ont contribué les entreprises pour la cité et le mouvement associatif. Dès le début, la coordination générosité a non seulement soutenu et porté la démarche, de la définition des objectifs jusqu'à la validation de la version de la charte dont vous avez pu prendre connaissance, et des prochaines étapes que vous découvrirez tout à l'heure. Notre volonté a été d'élaborer une déontologie du mécénat d'entreprise plus précise, plus engageante, qui oblige davantage et clarifie et facilite les relations entre mécènes et porteurs de projets, employons ce terme pour l'instant pour faciliter la compréhension. Il s'agit de le comprendre de la façon la plus large. Notre souhait, c'est aussi que la charte de déontologie du mécénat soit portée par un collectif d'acteurs, qu'elle soit signée peut-être progressivement, mais par un maximum d'acteurs. Et avant de passer la parole à Oriane, j'aimerais dire que les réactions que nous avons reçues jusqu'à présent, très positives, nous encouragent à poursuivre dans ce sens. Merci Nicole. Je vais tout de suite vous présenter effectivement la méthodologie que nous avons suivie pour élaborer cette charte. Donc moi, je suis Oriane Austin, je suis responsable de projet mécénat et engagement citoyen au sein des entreprises pour la cité et donc membre du groupe de travail qui a participé à l'élaboration de cette charte. Cette charte de déontologie du mécénat, donc elle a débuté, nos réflexions ont débuté en 2020 au sein de la coordination générosité. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est avant tout une démarche collective, vraiment une ambition partagée par toutes les structures de la coordination générosité et donc effectivement animée par nos 4 structures de manière un petit peu plus resserrée à travers ce groupe de travail. Nous nous sommes réunis régulièrement pendant ces 2 années pour élaborer à la charte auquel vous avez accès maintenant en ligne. Avant même de commencer finalement l'élaboration de la charte, bien sûr, nous sommes repartis de l'existant, en l'occurrence la charte du mécénat éditée par le ministère de la Culture français et également la charte de l'ADMICAL qui existait, qui était proposée aux membres de l'ADMICAL afin de voir quels étaient déjà les principes qui se recoupaient et quels étaient finalement le contenu de ces deux documents. En 2021, nous avons entrepris une série d'entretiens avec des entreprises mécènes de toute taille et dans tous les territoires, ainsi qu'un focus group avec des porteurs de projets afin de mieux connaître leurs besoins, mieux connaître également leurs pratiques en termes de déontologie du mécénat et pouvoir vraiment élaborer une charte qui part aussi de ce qui existe, de leurs pratiques et de comment ils peuvent s'améliorer à l'avenir. S'en est suivi évidemment un long travail de rédaction puisque chaque principe déontologique qui figure dans la charte fait l'objet d'un long travail pour peser les mots, choisir le bon vocabulaire et s'assurer aussi qu'il soit compréhensible par toutes et tous, en tout cas on l'espère. Enfin, en ce début d'année 2022, nous avons confronté la rédaction de cette charte aux avis d'une quinzaine d'experts, qu'ils soient déontologues, qu'ils soient chercheurs, qu'ils soient dirigeants de fondations abritantes ou encore membres du Conseil économique, social et environnemental. Bien sûr, la charte a été partagée auprès des 9 organisations de la coordination générosité pour qu'ils puissent également nous faire part de leur retour et puis pour qu'on s'assure que la charte soit diffusée le plus largement possible auprès d'un large panel d'acteurs. Nous avons, suite à cela, évidemment pu faire quelques arbitrages et donc c'est la charte que vous trouvez maintenant en ligne qui est disponible, qui en est le résultat. Je laisserai par ailleurs Clara, à l'issue de ce webinaire, vous dire quelles sont les modalités de contribution pour enrichir la charte dans les années à venir, puisque le but, c'est bien qu'elle soit pérenne. Et maintenant, je repasse la parole à Yann pour la table ronde. Merci, Oriane. Bien, maintenant que les contours ont été dressés, l'historique, la méthodologie qui a été retenue, et puis cette mise en perspective de qu'est-ce que l'éthique, la déontologie,
je vous propose qu'on entre un peu dans la dimension opérationnelle en interrogeant et en ayant les éclairages des acteurs qui s'emparent de ces sujets de déontologie dans leur quotidien. Et donc la problématique que l'on a posée, comme vous le constatez, c'est quel est le rôle et l'impact opérationnel de la déontologie dans la relation entre une entreprise mécène et un porteur de projet. Alors pour ce faire, j'ai proposé tout d'abord à Lucille Peignot de nous donner son éclairage. En sa qualité de déléguée générale de la Fondation IAD, peut-être Lucille utile d'une phrase de présenter IAD, que peut-être tout le monde ne connaît pas sous cet acronyme. Mais dans la foulée, si vous voulez bien un peu nous faire état de c'est quoi votre doctrine des partenariats avec les porteurs de projets, les 2 ou 3 grands principes qui guident vos pratiques. Je poserai la même question aux intervenants suivants, mais Lucille, je vous propose d'initier ce premier round de questions-réponses. Merci Yann, bonjour à tous et à toutes. Je suis ravie de participer à cette table ronde. Alors, IAD, c'est un groupe immobilier qui signifie l'immobilier à domicile. Et la Fondation IAD est une fondation très jeune puisqu'elle a été créée l'année dernière et on soutient des structures d'intérêt général qui œuvrent pour le mieux logement et l'égalité des chances au service de l'insertion professionnelle. Au sein de la Fondation IAD, on a mis en place 2 modes opérateurs, un mode distributeur et un mode opérateur, qui nous permet ainsi de soutenir donc, les associations de différentes manières. Au niveau distributeur, on lance un appel à projet 1 fois par an et l'idée, c'est que chaque projet soit porté par un IADien, comme on dit dans notre jargon, qui est donc un conseiller immobilier ou alors un salarié du groupe. Ce qui nous permet de construire des partenariats de courte durée, puisque la durée du partenariat est 1 an, en fléchant sur des projets précis. Et sur le mode opérateur, l'idée est de construire des partenariats de plus longue durée, donc qui s'installent vraiment dans une dimension temporelle, en co-construction avec les conseillers immobiliers pour répondre avant tout donc, aux besoins des associations. Et ce qui me motive dans les partenariats qu'on est en train d'initier avec la Fondation et donc l'ensemble des conseillers immobiliers, c'est avant toute chose partir du besoin de chaque association, le qualifier, le quantifier pour ensuite apporter une réponse qui s'appuie sur les forces du réseau IAD. Merci Lucille. Je vais enchaîner directement avec le duo que représentent Jérémy et Isabelle. Vous représentez tous les deux l'un des bouts de la chaîne du mécénat, l'entreprise mécène côté Française des Jeux et Bibliothèque sans frontières côté porteur de projets associatifs. L'un comme l'autre, je vous pose la même question. C'est quoi votre doctrine de partenariat et les 2-3 grands principes qui guident vos pratiques? Isabelle, je vous propose de nous apporter un premier éclairage là-dessus, s'il vous plaît. Et puis Jérémy, je vous inviterai à enchaîner directement. Merci. Merci Yann, bonjour à toutes et à tous. Alors, en 2 mots, la Fondation FDJ, Fondation d'entreprise de la Française des Jeux, s'est donné comme objectif de favoriser l'égalité des chances. Et pour ce faire, nous avons plusieurs programmes d'éducation, inclusion, insertion professionnelle et on agit de différentes manières, mais on va particulièrement parler aujourd'hui de ce qui est la majeure partie de notre mécénat, qui est de l'accompagnement de nos partenaires à essaimer des dispositifs qui ont fait leurs preuves en termes d'impact. Ceci étant dit, nos grands principes sont liés effectivement à ce que nous sommes. Je dirais peut-être que le tout premier, c'est de ne pas de veiller à ce qu'il n'y ait pas de mélange de genre entre les objectifs commerciaux d'une entreprise et de ses actions et de ce que fait sa fondation, qui intervient dans un domaine tout à fait différent et qui est positionné sur d'autres thèmes. On a un grand principe qui est effectivement un principe majeur, qui est de nous centrer sur nos partenaires, nos clients en marketing, puisqu'on est une entreprise très marketing, son client centrique, nous on est partenaire centrique, j'ai envie de dire. Notre partenaire a identifié des besoins, il a lui-même des besoins pour y répondre efficacement, et nous on va s'efforcer d'être le plus possible à son écoute, de mettre en œuvre absolument tout ce qui est dans notre périmètre d'action pour l'aider dans sa mission, dans ses projets.
Et pour en être capable, on a besoin bien sûr d'être impliqué dans ces projets, on a besoin de connaître sa vision stratégique, on a vraiment besoin d'être en connexion très forte. Et c'est ce qui va nous permettre de lui proposer un accompagnement, de l'aide, différentes prestations. Ça peut être des collaborateurs en message de compétences, de la visibilité, des dons en nature, etc. Mais dans ce principe, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est la toute fin, c'est que le porteur garde toujours son libre arbitre, son pouvoir de décision. Il va être seul toujours à prendre la décision finale parce que c'est lui qui connaît particulièrement ce qu'il fait. Et puis peut-être un autre grand principe, et je passe tout de suite après la parole à Jérémy qui va pouvoir dire s'il est d'accord avec ce que je raconte, parce que peut-être qu'il va s'inscrire en faux. Un autre grand principe, c'est d'allier une confiance réciproque. Et c'était le petit clin d'œil que je faisais à l'instant. Voilà, notre confiance, elle est réciproque. Et nous, mécènes, nous sommes là pour prendre des risques assumés à côté de notre partenaire. Et un récent exemple, c'est face à l'urgence et ce qui se passait en Ukraine, on a interrogé nos partenaires ou nos anciens partenaires qu'on connaît bien, qui répondent à une urgence. En l'occurrence, c'était le cas là. Et BSF nous a parlé d'une appli qu'il s'apprêtait à développer, Bonjour France, pour l'apprentissage du français à partir de l'ukrainien, avec des contenus culturels, enfin des trucs formidables comme ils savent toujours en faire. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a directement invité Jérémy et Mui, qui travaille avec lui, à venir en parler à notre CA auquel on soumet les projets. Alors, on avait confiance, on est parti d'une note d'intention, on s'est parlé, on a cherché à comprendre le projet avant, mais on n'a pas instruit un dossier pendant des jours et des jours parce que là, on était dans l'urgence. Donc voilà, c'était pour illustrer la confiance. Merci Isabelle. Jérémy, je vous invite à rebondir et nous indiquer un petit peu aussi ces grands principes qui sont importants pour vous, pour la réussite de partenariat sous cet angle de la déontologie. Ouais, merci Yann, merci pour l'invitation. Bonjour à toutes et à tous. Merci Isabelle pour toujours les mots super gentils que tu as pour Bibliothèques sans frontières. Ça fait toujours évidemment plaisir. Bibliothèques sans frontières, c'est une ONG qui a 15 ans maintenant d'existence et on travaille sur les problématiques d'accès à la connaissance pour les populations vulnérables. Peut-être, vous le savez moins, mais Bibliothèques sans frontières, c'est aussi un réseau d'associations et donc on a aujourd'hui des associations au Canada, aux États-Unis, en Belgique, en Suisse, en Italie. Et pourquoi j'évoque ça? C'est parce qu'en fait, l'ensemble de ces associations est régi par une charte du réseau BSF. Et donc, cette charte du réseau BSF dit tout un tas de choses sur les grands principes d'intervention et les grands principes éthiques de Bibliothèques sans frontières, notamment la neutralité, le renforcement des capacités locales, les principes humanitaires de agir sans nuire, etc. Et j'en passe. Donc ça, c'est tout ce qui régit finalement le cadre éthique dans lequel intervient Bibliothèques sans frontières. Mais on a également dans cette charte un grand chapitre qui s'appelle les règles de conduite en matière de collecte de dons financiers et de transparence financière, qui régit tout un tas de relations, notamment avec les financeurs, les bailleurs de fonds. Et à l'intérieur de ce chapitre, il y a un point qui est important qui s'appelle indépendance. Et c'est là-dessus que je voulais simplement insister aujourd'hui parce que la notion d'indépendance, pour nous, elle est extrêmement importante. À la fois, j'allais dire, dans l'indépendance vis-à-vis des gens qui nous financent, mais aussi des États dans lesquels on intervient, vis-à-vis de tout un tas d'aspects qui peuvent être compliqués dans le travail qu'on fait, parce qu'on travaille des sujets qui vont être des sujets de contenu, d'éducation, enfin des sujets qui peuvent être d'information, donc des sujets qui peuvent être fortement manipulés ou en tout cas être l'objet de pression politique, voire de censure, etc. Et donc effectivement, ça fait partie des choses importantes et on le répète souvent, en général, nous, c'est la ligne rouge de savoir si quelqu'un peut nous financer ou pas, c'est est-ce que cette personne va vouloir avoir son mot à dire dans des contenus et de la manière dont on a opéré le projet sur le terrain. Et c'est vrai que quand on arrive à construire des relations de confiance avec des financeurs comme avec la Française des Jeux, en fait, on passe à une étape suivante qui, pour moi, est beaucoup plus intéressante
parce que, évidemment, je dirais la notion d'indépendance, c'est d'abord une notion de protection vis-à-vis du donateur ou du financeur dans un premier temps. Mais après, on va rentrer dans une relation beaucoup plus intéressante qui est une relation de co-création. Et la relation de co-création, alors là, on peut en parler et peut-être que je vais juste lancer ça pour ouvrir la discussion. Mais la relation de co-création est évidemment plus tout à fait une relation d'indépendance parce qu'on va mettre des enjeux et des volontés ensemble. Mais je pense que c'est quelque chose qui nous permet de faire plus d'impact. Et donc, on est toujours justement sur cette ligne un peu de crête qui est assez passionnante et qui est pour moi, en fait, au cœur de ces questions de déontologie, de savoir comment on trouve des formes d'intervention dans lesquelles chacun peut amener de la valeur ajoutée et pas simplement avoir un financeur qui donne des sous et une organisation qui met en œuvre des projets. Et donc, je crois que c'est ce genre de relation qu'on arrive aujourd'hui à avoir avec la Fondation FDJ. Merci Jérémy. Et là, on voit d'ailleurs tout de suite l'articulation qu'il peut y avoir entre une charte qui vise plutôt l'entreprise et puis les associations porteuses de projets qui se dotent elles-mêmes de leur charte, ce qui est un petit facteur de complexité, éventuellement, qui peut s'inscrire dans toutes ces démarches. Anna Benavides, je vais vous inviter à nous donner aussi votre point de vue, qui est très singulier et important dans le cadre de cette pédagogie que l'on fait autour de cette initiative. Je veux bien, Anna, préalablement, que vous nous indiquiez un petit peu la Fondation Lealtad, j'espère que je prononce correctement, de quoi il retourne. Vous avez une position extrêmement expérimentée sur le sujet de l'éthique, la déontologie dans les actions de philanthropie. Et une fois que vous aurez fait cette très brève présentation, s'il vous plaît, de la Fondation et de son rôle, vous entendre, vous aussi, sur les 2-3 grands principes qui guident les pratiques déontologiques que vous considérez comme très importants à apporter à notre connaissance. Oui, eh bien, bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Ça me fait très plaisir d'être avec vous et de partager eh bien, cette journée. Eh bien, nous, effectivement, on est un peu spécial parce que Fondation Lealtad, on fait du contrôle de fondations et d'associations en Espagne. On ressemble beaucoup à Don Confiance, en fait, parce qu'on a à peu près le même rôle, c'est fait de différentes manières, mais on a le même but, c'est créer de la confiance et le faire à travers de l'analyse et du contrôle des organisations qui, quand elles respectent tous les critères, eh bien, elles ont un label. Ça, c'est ce qu'on fait. Et tant Don Confiance comme Fondation Lealtad, on appartient au NICFO, qui est donc l'association et le réseau d'évaluateurs ou d'agences ou comment l'appeler, d'organisations qui font le contrôle de ONG dans le monde. Il y a 20 pays de l'Amérique, de l'Europe, de l'Asie et maintenant aussi de l'Afrique. Donc voilà. On est un peu différent et donc mon point de vue probablement sera un peu différent. Quand Fondation Lealtad est née il y a 21 ans, elle a été faite et créée pour les particuliers, pour que les particuliers puissent donner et puissent collaborer avec les organisations d'une façon informée. Ça, c'était le but. Qu'est-ce qui s'est passé au bout du temps et à travers toutes ces années? Eh bien que le principal... les principales organisations qui ont utilisé le label de Fondation Lealtad, ça a été les entreprises, ce n'était pas les particuliers, parce que c'est vrai que s'ils font un don, ils le font d'une façon beaucoup plus, je dirais, passionnée, mais alors que les entreprises le font d'une façon beaucoup plus rationnelle. Donc, ils ont tout de suite compris le but du label. Et donc, on a eu très vite, mais d'une façon naturelle, on n'a pas cherché, mais très vite, on a eu une très forte relation avec les entreprises. Donc, voilà, on connaît bien la relation entreprise ou fondation d'entreprise et organisation à cause de ce rôle-là. Qu'est-ce qu'on voit, nous, qui puisse être très important pour qu'il y ait de bonnes pratiques pour cette collaboration entreprise et organisation? Eh bien, moi, je crois le premier, c'est l'information, qu'il y ait une bonne information. L'entreprise, elle le comprend. Il faut que ça se fasse de nos jours pour 2 raisons. Pour le risque réputationnel, on le voyait depuis très longtemps. Il n'y a presque pas de risque, il n'y a rien qui se passe, mais quand il y a quelque chose qui se passe, c'est vrai que ça fait beaucoup de mal à tout le secteur.
Donc, il faut s'informer. Ça, c'est la première chose. Il faut bien s'informer. Et il y a aussi maintenant, de nos jours, les exigences de compliance qui sont de plus en plus fortes. Donc, il faut, si on demande des exigences de compliance dans une entreprise, pourquoi ne pas le faire au même niveau pour tout ce qui est du côté fondation corporative ou responsabilité sociale corporative. Ça a un sens d'appliquer à peu près les mêmes mesures de compliance d'un côté et de l'autre. Ceci fait que l'information, c'est la clé. La demande d'information, avoir une information complète, c'est la clé. Et après, quand on parle d'information, je crois qu'elle est très importante de 2 niveaux. D'un côté, c'est du projet dont on parle, ça c'est clair. Et ça, je crois que les gens le comprennent d'une façon très vite. Donc, quand on parle de projet, c'est le pourquoi, les activités, le budget évidemment, mais aussi des aspects plus précis comme le chronogramme et tout cela. Et souvent, on ne le voit pas. Il manque de l'information dans le projet, je dirais surtout du côté du chronogramme, du moins en Espagne. Et du côté de l'organisation, eh bien, on voit des fois où on ne va quand même pas demander les comptes, on a un peu peur de demander trop d'informations. Il ne faut pas être excessif, je suis d'accord, mais il y a des minimums. Alors pour moi, un minimum, c'est les comptes, pour commencer à parler de quelque chose de concret. Après, d'autres choses qui viendraient après l'information, ce seraient d'autres points, ce seraient les alliances. Il faut tenir compte que c'est intéressant d'établir des alliances à moyen terme. Vous en avez parlé auparavant. Donc, je crois que c'est intéressant d'avoir une continuité et une alliance qui s'établit entre l'entreprise ou la fondation corporative et l'organisation. Et si possible, c'est très intéressant de profiter du savoir-faire de l'entreprise. Alors, c'est très bien le don économique, mais s'il y a un savoir-faire qui puisse donner, qui puisse être apporté à l'organisation, eh bien, c'est encore mieux. Donc, voilà, c'est en grande mesure les principaux principes que je crois qu'il faudrait tenir compte. Merci Anna de ces premiers éclairages. L'idée, c'était vraiment d'avoir sous vos angles respectifs un petit peu ces points sur lesquels vous êtes particulièrement insistants. On voit qu'ils recoupent les contenus de la charte qui vous seront dressés plus dans le détail tout à l'heure par Mathilde et Clara. J'ai une deuxième question pour vous toutes. On parle de partenariat entreprise et porteurs de projets. Et on parle d'un document ou d'engagement qui permettent d'éviter certaines dérives. Alors venons-en au déconvenu que dans la vraie vie des partenariats, vous pouvez rencontrer. Et ça serait très utile un peu d'avoir votre son de cloche. Lucille, par exemple, excusez-moi, est-ce que vous pourriez nous faire part d'un exemple de situation critique que vous avez pu rencontrer? Les circonstances, le sujet déontologique concerné, et puis les mesures que vous avez peut-être prises. J'aurais la même question pour tous les participants. Oui, tout à fait. Et ça me permettra de rebondir sur les propos tenus par Isabelle et Anna. Alors malheureusement, lors de notre premier appel à projet, on est confronté aujourd'hui à une association qui n'a pas utilisé la subvention allouée par la Fondation pour le dit projet. Et à ce jour, on ne sait pas comment cette subvention a été utilisée et du moins où se trouve l'argent. Pour tout vous dire, ça fait 15 ans que je travaille dans le milieu du mécénat, c'est la première fois que ça m'arrive. J'ai été assez impactée par cet épisode parce que pour moi, la confiance a été rompue. C'est vous, Isabelle, qui parlez de confiance et c'est vrai que pour moi, c'est vraiment le principe qui est le principe qui génère le partenariat qu'on peut initier avec les associations. Je suis peut-être un petit peu naïve, un petit peu utopiste ou idéaliste, je ne sais pas, mais je me disais que finalement, quand on était au sein d'associations, nous, mécènes, on était là pour aider les associations, pour leur donner des coups de pouce, pour permettre à certaines associations de démarrer, peu importe finalement la naissance et donc la durée d'existence de l'association. Et c'est vrai que ça arrive aujourd'hui avec cette association m'a un peu ébranlée en fait dans mon fonctionnement en me disant que finalement, bien entendu, les process étaient plus qu'importants de vérification au niveau juridique, administratif, comptable, je vous suis Anna sur l'étude des comptes, etc. Mais que finalement, avant toute chose, une association pouvait tout à fait border tous ces documents et que tout soit vraiment nickel finalement dans le dossier administratif, mais que la confiance ne pouvait que s'acquérir par la rencontre, par des échanges, par la compréhension mutuelle.
Et c'est vrai que ça fait donc 3 semaines que je réfléchis à cette situation. Bien entendu, en préparant cette table ronde, je me suis interrogée aussi sur cette charte et qu'est-ce que nous, on pouvait imaginer. Nous, les associations, je pense comme vous tous, sont régies par des conventions de mécénat qui lient donc la fondation et les structures qu'on soutient. Au sein de cette convention de mécénat sont stipulés les différents articles sur l'objet, la durée, etc., la résiliation de la convention, la fin de convention, mais pas finalement sur la charte de déontologie qui pourrait nous lier sur cette valeur de confiance qui nous lie les uns et les autres. Donc voilà, je suis en train de m'interroger sur cet aspect-là. Et par rapport aux mesures qu'on est en train de mettre en place, on est dans l'étude parce que j'espère toujours qu'on va pouvoir se sortir de cette situation et que finalement, on arrivera à un terrain d'entente avec la structure. Donc aujourd'hui, voilà, on est plus dans la recherche de la compréhension avec la structure en question sans aller dans une action plus juridique qui, j'espère, n'aura pas lieu d'être. Mais bon, on n'est pas encore à l'abri de cela. Donc, juste pour finir sur ce propos, pour moi, voilà, c'est vraiment la confiance et la relation qu'on crée qui prend du temps. Et c'est pour ça que ça remet en cause, en tout cas moi, à mon niveau aussi, sur la durée des partenariats, où finalement, quand on est sur des partenariats de courte durée, c'est beaucoup plus difficile et compliqué d'instaurer une relation de confiance et de connaissance mutuelle que sur des partenariats de longue durée. Et enfin, concernant les associations qui viennent de se créer, je ne souhaiterais pas que cet épisode ébranle un peu ma conviction de donner un coup de pouce à des associations qui démarrent, mais voir dans quelle mesure on peut mettre un process qui permette de mettre en place cette confiance entre ces nouvelles associations et la Fondation. Merci Lucille, très éclairant, c'est concret, une situation de détournement de fonds, pour résumer un petit peu le cas de figure, donc c'est extrêmement concret. Est-ce que du côté d'Isabelle et de Jérémy aussi, vous pourriez nous partager un exemple très topique de ce qui pourrait constituer un dérapage auquel vous avez pu être confrontés, l'un comme l'autre, pas dans votre relation respective, j'imagine, je l'espère, je n'en doute pas, mais dans d'autres circonstances. Isabelle, peut-être, pour commencer? Moi, je veux bien commencer et puis commencer par une expérience qu'on a eue ensemble, en réalité, avec Jérémy et son équipe. Et ce qui n'empêche pas qu'aujourd'hui, nous sommes ici pour en parler ensemble. Donc, vous vous en doutez que tout cela, c'est bien terminé. En réalité, nous avons, il y a quelque temps, co-construit un projet. Je rebondis sur ce qu'évoquait Jérémy tout à l'heure et co-construit dans l'idée de démultiplier son impact. En fait, nous avons soutenu en 2017 les Bibliothèques sans frontières qui étaient lauréats de notre appel à grands projets sur un soutien pluriannuel du programme Les Voyageurs du numérique qui avait été créé en 2014 par BSF, et c'est un programme qui a touché plus de 69 000 personnes en France au travers de notre soutien pendant ces 3 années. Et à l'issue de ces 3 années, BSF a souhaité élargir justement ses actions autour de ce programme pour démultiplier l'impact de ce programme. Et on a réfléchi ensemble à tester ces ateliers numériques. Et surtout, tu m'interromps, Jérémy, si je dis des choses qui ne sont pas exactes ou si tu vas apporter des précisions. On a décidé de tester ces ateliers numériques dans des points de vente commerçants partenaires de la Française des Jeux. Je vous rappelle que ce ne sont pas des commerçants Françaises des Jeux, ce sont des commerçants partenaires. Et du coup, faire des cafés numériques. Donc, on les a équipés dans le cadre de ce projet de mallette numérique pour proposer des ateliers gratuits d'inclusion numérique dans les points de vente. Et puis surtout, ces ateliers étaient animés par des collaborateurs de Capgemini, et là, dans le cadre d'un autre partenariat, c'est un autre partenaire mécène de BSF. Et dans cette configuration, à 3, nous avons essayé de mettre en place cette expérimentation, sauf que c'était en 2021 et que l'expérimentation a été fortement perturbée par le contexte, on va dire. Et en fait, ça a causé des difficultés déjà pour sélectionner les points de vente, pour identifier des points de vente, parce qu'eux, ils étaient restreints en termes de capacité d'accueil.
C'est un point de vente essentiel, mais pour le tabac, pas pour le reste, hein, que les choses soient claires. Et puis derrière, surtout, ça a limité la fréquentation des points de vente qui étaient beaucoup plus faibles. Et en réalité, c'est nous, la partenaire mécène, qui nous sommes trouvés en défaut vis-à-vis de BSF, parce qu'on avait pris des engagements dans la convention que nous avons signée. Et puis surtout, on mettait BSF et toute l'équipe en porte-à-faux vis-à-vis de leur autre partenaire Capgemini, parce que de leur côté, eux, ils avaient engagé les salariés. Il y a beaucoup de salariés qui ont répondu présent pour mener cette expérience sur la région de Toulouse. Ils étaient, eux, inversement, plutôt disponibles à ce moment-là, surtout dans la région de Toulouse. Vous comprenez aisément pourquoi. Du coup, il y avait une difficulté à trouver du sens pour eux avec des ateliers soit qui n'avaient pas lieu, soit des ateliers avec insuffisamment de personnes. Et là, je vais peut-être passer la parole à Jérémy qui, en réalité, en 2 mots, nous a tous réunis pour mettre cela au point. On s'est tous mis autour d'une table virtuelle à l'époque aussi, bien sûr. Et puis pour essayer de trouver des solutions. Et là, c'est le dialogue peut-être c'est même le dialogue assurément qui nous a permis d'en sortir par le haut. Tu veux peut-être rebondir sur ce sujet, Jérémy? Oui, avec plaisir. Effectivement, c'est une situation qui était compliquée parce qu'on se retrouvait un petit peu en porte-à-faux avec 2 partenaires qui n'avaient pas forcément les mêmes enjeux au même moment et qui étaient des partenaires à la fois financiers pour la FDJ et en mécénat de compétences pour Capgemini. Et finalement, j'allais dire, c'est parfois plus facile de travailler la matière financière en disant, bon, on reporte de quelques mois le projet parce que les contraintes sont là, que du côté de Capgemini, où ils avaient impliqué leurs salariés, qui étaient dans les starting blocks, et il fallait à chaque fois leur dire, bon, finalement, on prend plus de temps, etc. Et donc, effectivement, les enjeux, les attentes des différentes parties n'étaient pas tout à fait les mêmes. Mais effectivement, comme tu le dis très bien, Isabelle, c'est souvent par la discussion qu'on sort de ça, et c'est aussi parce qu'on a une relation de confiance entre nous et qu'on peut se parler franchement qu'on y arrive, quoi, et qu'on était dans cette relation de co-création. Peut-être pour ajouter un exemple, alors qui est qui va nous amener un peu plus loin, mais à Bibliothèques sans frontières, on travaille beaucoup, nous, avec des États. Enfin, on travaille toujours en partenariat avec des acteurs sur les territoires. Donc, ça peut être un café dans l'exemple que donnait Isabelle de ce programme Voyageurs du numérique. Ça peut être une ONG, une association locale, et ça peut être parfois des autorités locales, et parfois jusqu'à des États. Et donc, on travaille, y compris parfois avec des ministères dans des pays qui sont pas très démocratiques, voire carrément pas évidents dans des contextes qui sont vraiment difficiles. Alors, je pense particulièrement à un pays dans lequel nous, on est très présent, qui est le Burundi, qui est un État compliqué, qui en plus de ça a des actions politiques qui sont très problématiques pour la communauté des organisations internationales. Typiquement, à rythme régulier, ils demandent des statistiques ethniques sur les staffs qui sont embauchés par ces ONG sous contrainte de se faire virer du pays si on ne les donne pas. Donc, il y a des négociations permanentes pour éviter justement de fournir des listes à ces États. Et on sait combien les listes ethniques dans la région ont pu avoir des conséquences dramatiques. Donc, on se retrouve dans des situations compliquées comme ça, mais néanmoins, on arrive à travailler avec les ministères et on y arrive parce qu'on arrive à construire, en fait, on fait en sorte que ce ne soit pas eux qui nous financent. Et je pense que ça, c'est un des garde-fous qui est très important et c'est aussi pour ça que BSF, on est très demandeur d'aller chercher des financements internationaux et y compris, j'allais dire, des financements d'entreprises et de fondations d'entreprises. Ça nous permet en fait d'ajouter de l'indépendance. Et typiquement, quand vous êtes en France, par exemple, on travaille beaucoup avec les collectivités locales qui vont être à la fois les financeurs et les partenaires opérationnels. Et ça marche parce qu'on est en France, parce qu'on est dans une situation démocratique où on a des discussions et on arrive à faire la différence, la part des choses
Par contre, quand vous avez un ministère qui vous finance et qui vous dit, par contre, dans votre bibliothèque, il va falloir mettre la photo du président partout et dire à quel point il est grand et important pour le pays, ça devient beaucoup plus compliqué. Et c'est là où, justement, la relation tripartite entre le partenaire opérationnel qui peut avoir des impératifs politiques très forts et les financeurs externes, nous protège, entre guillemets, en tant qu'organisation et nous amène de l'indépendance. Donc, moi, j'aime bien aussi rappeler ça. Alors, c'est peut-être pas, alors, je ne réponds pas tout à fait à la question de savoir si on a eu un problème. On arrive justement à contourner les problèmes de cette façon-là. J'imagine qu'on n'a pas beaucoup de temps, Yann. Donc, non, mais merci, Jérémy. Non, c'était, je pense, très, très illustratif aussi d'un aspect de ces problématiques, notamment du mécénat à l'international dans des pays à gouvernance perfectible, si on peut les appeler ainsi. Le temps file vite, donc je vais attendre de la part de Anna, s'il vous plaît, un exemple précis aussi de situation critique que vous voulez porter à notre connaissance, le plus concret possible, qui nous montre à quel point nous sommes en train de traiter des sujets qui sont très loin de la théorie, quand on parle de déontologie, qui nous amène vraiment dans la réalité opérationnelle d'un partenariat entreprise et porteur de projet. Je vous en prie, Anna. Anna, est-ce que vous nous entendez? Oui, voilà. À nouveau, ce n'est pas ce qu'on a vécu, mais c'est ce qu'on voit dans notre travail. Et là, je parlerai par exemple du respect des bases. Lorsqu'il y a un appel à projet, on parle toujours de respect des bases de la part de l'organisation, de l'ONG, mais il faut aussi penser au respect de base de la part de l'entreprise ou de la fondation corporative. Et on l'a vu, je l'ai vu plusieurs fois. C'est pas par un manque souvent ça a été pour une bonne volonté, mais je crois que le respect des bases est fondamental. Alors, je l'ai vu quand il y avait par exemple une base sur un appel d'offres et dans ces bases, on indiquait une série de circonstances et après, à un moment donné, juste avant la réunion du jury ou quelques jours avant, il y a une émergence quelque part dans le monde. Et d'un côté, hop, tout le monde veut aider. Bon, mais les bases de l'appel d'offres, c'est quelque chose qu'il faut respecter. Si on veut aider un pays en émergence à un moment donné, ça ne peut pas être contre des bases qui ont été faites par toutes les organisations. Je crois que c'est très important qu'il y ait un respect et dans le code, dans la charte, on en parle, un respect des deux côtés. Alors, pour une ONG, présenter un projet et présenter un appel d'offres, c'est des ressources qu'il faut dédier à cela. Et donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de projets qui ne respectent pas les bases et automatiquement, elles sont rejetées. C'est les règles du jeu. Mais alors, n'oublions pas que de l'autre côté aussi, c'est très, très important que l'entreprise ou le mécénat fasse le même respect des règles, même si c'est pour une bonne cause, pour aider à un moment donné à une émergence. Si on veut aider, ce doit être fait de fonds ailleurs, il faut les chercher ailleurs, mais pas contre quelque chose qui a déjà été présenté par les organisations. Donc, si je donnais un seul exemple, ce serait cela. Merci Anna, et il est très précieux. Et évidemment, changer les règles du jeu en cours de jeu pour des organisations qui veulent répondre à un appel à projet, évidemment, ce sont des ressources en temps, en ressources humaines qui sont gâchées. Et ça, évidemment, ça ne va pas dans le sens d'une relation respectueuse de règles déontologiques. Alors, je vais vous demander d'être toutes hyper concis sur la troisième et avant-dernière question, qui est est-ce que vous pouvez nous donner chacun et chacune un exemple de meilleure pratique que vous trouvez vraiment au top niveau, quelque chose d'opérationnel? Ça peut être autant un outil, une attitude, un critère de performance ou un process, que sais-je, mais un exemple de quelque chose que vous considérez comme une source de super pratique en termes de déontologie dans la relation mécène et porteur de projet. Lucille, je vous propose d'ouvrir le bal sur ce sujet. Oui, merci. Alors, pour la Fondation IAD, c'est le lancement du bénévolat et du mécénat de compétences. Bénévolat, puisqu'on s'adresse à un réseau d'indépendants, tous les conseillers IAD, et mécénat pour les salariés. Et pourquoi je citerai un exemple, c'est que finalement, le process qu'on a mis en place, c'est un process très simple, c'est-à-dire qu'on prend un temps d'échange pour vraiment qualifier la mission, le besoin de l'association,
pour ensuite le quantifier, le présenter aux personnes qui seraient susceptibles d'y répondre, soit par une mise à disposition de compétences, de temps, ou alors l'organisation de chantiers solidaires. Et finalement, le process est tout simple puisque ça reste sur des échanges au fil de l'eau qui nous permettent vraiment de construire la réponse la plus adéquate et donc de réaliser le projet. Merci Lucille de cette concision et c'est très concret. Peut-être Isabelle, à votre tour, de nous livrer un tips. Un tips, je parlerai pour nous de notre process de sélection. Comme je l'évoquais tout à l'heure, on procède à des appels à grands projets parce qu'en fait, c'est pour des soutiens des soutiens pluriannuels pour accompagner un changement d'échelle des lauréats. Donc, ce sont des soutiens importants. Et compte tenu de cette spécificité, en fait, nos appels à grands projets ne sont pas ouverts. Ça peut surprendre puisque c'est peut-être pas ce qu'on pourrait imaginer. En déontologie, il faut que ça soit accessible à tous. Il n'empêche pas que ces appels à grands projets sont accessibles à tous, puisqu'en fait, on va repérer des partenaires, on va sélectionner des partenaires, soit qu'on a repérés, soit qui nous ont sollicités. Le Mécène Forum est un outil formidable pour ça, soit des partenaires qu'on a pu nous recommander. Mais surtout, on a des critères de sélection qui sont très exigeants, on a des due diligence qui sont exigeants, on a des critères d'évaluation d'impact qui sont importants. Donc, pour ne pas faire perdre de temps à beaucoup d'associations et pour éviter que des centaines d'associations en fait déposent des projets, on préfère accompagner un certain nombre d'associations, un nombre restreint d'associations qu'on a présélectionnées et on les accompagne à déposer ce projet, à le construire, à le déposer. On le fait ensemble et ça veut dire qu'au moment du départ et avant la présentation de leur projet face au jury, ils sont tous alignés sur la ligne de départ avec les mêmes chances. Et ça, c'est important. Après, ils peuvent être plébiscités par le jury pour certains. C'était le cas de BSF d'ailleurs. Mais si d'autres n'ont pas cette même chance, et ben, on va prendre le temps de s'entretenir avec eux, de les débriefer, de leur expliquer les raisons pour lesquelles ils n'ont pas été retenus. Et certains, d'ailleurs, vont avoir une deuxième chance et c'est même la seconde chance puisque ça leur permet d'accéder à devenir lauréat et accéder à notre soutien au jury suivant. Donc voilà, c'est plutôt un process là, que je voulais mettre en avant. Merci Isabelle. Je propose, parce que Anna a une contrainte et doit nous quitter à 30. Donc Anna, je vous invite peut-être à nous faire part d'une très bonne pratique que vous voulez porter à notre connaissance. Je vous en prie. Je crois que c'est important qu'il y ait des membres indépendants dans la prise de décision. Quand il y a des conflits d'intérêts, ça c'est inévitable. Bon, c'est difficilement évitable quand il y a une relation avec l'entreprise et les ressources qui viennent de l'entreprise et il faut donner un appel à un projet. Donc, le fait d'inclure dans cette prise de décision à travers un jury, ça dépend de quelle est la façon dont a été établie la prise de décision, mais d'inclure des membres indépendants, je crois que ça limite énormément ou ça aide à avoir une bonne gestion des conflits d'intérêts. Les conflits d'intérêts ne sont pas un problème s'ils sont bien gérés. La vie est pleine de conflits. Le fait, c'est de savoir comment gérer ces conflits d'intérêts pour qu'on parle toujours de ce qu'on cherche, que le but soit clair et voilà. Donc, le fait d'avoir des indépendants, je crois que ça aide énormément. Et en ce moment, en Espagne, d'ailleurs, il y a quelques entreprises qui vont au-delà et directement, ils ne peuvent pas se présenter à un appel d'offres, à un appel de projet où l'entreprise ne peut pas donner des dons à des organisations qui ont des personnes dans le conseil d'administration de cette même entreprise pour justement éviter les conflits d'intérêts. Donc, il y a éviter les conflits d'intérêts ou bien les gérer. Je crois qu'avoir des membres indépendants, c'est important pour assurer cela.
Merci, L'autre Anna. chose, et la dernière chose que je trouve que c'est important aussi dans cette collaboration, c'est la compréhension et la flexibilité de la part des entreprises. Je crois que c'est un fait, on l'a vu lors du Covid, beaucoup d'organisations ont dû refaire ou ont eu besoin de plus de temps pour les projets. On avait eu des doutes s'il y aurait un problème ou pas. Les organisations, elles avaient très peur parce que c'était impossible de travailler, tout le monde le sait sous ces circonstances. Et finalement, il n'y a eu aucun problème parce que les entreprises ont été très, très compréhensives pour rallonger les délais ou pour refaire le projet. Il y a des fois, on n'a pas pu, parce que ni en 2020 ni 2021, donc on a reconstruit le projet parce que le but était intéressant, et bien il faut trouver une autre façon. Et il y avait beaucoup, vraiment, les organisations avaient très peur. Et la réaction des entreprises a été très positive. Eh bien, on refait, on restructure pour que ça marche. Et donc, ça, c'est un deuxième point que je crois que c'est à tenir en compte. Merci, Anna. Je crois que vous devez nous quitter, à moins que vous me permettiez de poser la 4e question d'emblée afin que ensuite on vous libère. La dernière question que je vais poser à tout le monde est la suivante. Quelle est la condition de succès de cette initiative dont nous parlons aujourd'hui, de cette initiative collective de charte de déontologie du mécénat? Est-ce qu'il y a une condition du succès de cette initiative que vous souhaitez nous partager, Anna, compte tenu en plus de votre expérience et du rôle de la Fondation Léaltad? Et après, nous vous libérons. Oui, merci beaucoup. Je crois que plus qu'une condition, c'est une chaîne qui doit se dérouler. Je crois que le début, c'est aujourd'hui, donc c'est faire connaître. Ce qui n'est pas connu, c'est impossible de l'appliquer. Il faut sensibiliser. Je crois qu'il faut convaincre. C'est très, très important de faire comprendre aux gens d'une façon plus pédagogique que c'est bon pour tout le monde. C'est pas les codes, c'est mon travail, mais les codes, c'est agaçant. On le sait tous. Donc, pour qu'un code ait un sens, il faut vraiment qu'on comprenne que c'est bien pour tout le monde et ça nous limite les risques et ça nous permet de mieux travailler. Et ce travail de convaincre d'une façon pédagogique le pourquoi de tous ces points, je crois que c'est clé pour que la charte fonctionne et s'applique. Bon, après, il faut réussir à avoir des gens qui s'adhèrent, évidemment, mais après, au bout d'un certain temps, je crois qu'il est important qu'il y ait un suivi. Le suivi, et Marion en a parlé au début, je crois que c'est très important. Suivi des signataires de la charte, donc qu'avez-vous fait? Quelles améliorations avez-vous appliquées? Je crois que c'est intéressant de voir ça, mais aussi le suivi de la propre charte, parce que peut-être elle était un peu trop exigeante ou pas trop réaliste sur ce point-ci, ou même s'il a été élaboré, ça c'est très intéressant, avec vraiment les groupes d'intérêt de beaucoup d'endroits, mais la réalité, de temps en temps, elle change. Et donc, qu'il y ait un suivi aussi de la propre charte, je crois que ça favorise. Donc, voilà, ce serait un peu la chaîne que je proposerais, ce serait faire connaître, sensibiliser, convaincre, et puis faire un suivi. Voilà. Merci, Anna. On vous libère. Et effectivement, mais nous sommes en ce moment même dans le temps de faire connaître la charte et en faire la pédagogie. Je vais vous demander chacune pour les autres panélistes d'une phrase, parce qu'on a déjà un peu dépassé notre timing, d'une phrase, quelle est la condition de succès, selon vous, de cette initiative qui, sans elle, ferait que notre initiative peut-être resterait lettre morte. Et évidemment, vous pouvez compter sur la mobilisation de dons en confiance et d'aide amicale pour que ce ne soit pas le cas. Mais justement, quelle est la condition sine qua non du succès que vous voudriez partager avec nous? Lucille, peut-être. Je vais poursuivre dans la continuité d'Anna sur cet aspect pour moi de sensibilisation, ensuite dans un esprit de co-construction, ce que vous faites déjà, et ensuite avec un esprit d'ambition. Et on pourrait même essayer d'imaginer un ministère du mécénat qui nous permettrait ainsi de porter haut et fort les couleurs du mécénat sous cet aspect de déontologie. Merci Lucille. Jérémy, qu'est-ce que vous avez comme recommandation à nous faire pour que cette charte rencontre le succès qu'on peut escompter? En fait, j'allais lier ça à la question précédente sur les bonnes pratiques. C'est que je pense que
pour que les associations soient au meilleur de leur forme pour appliquer aussi des règles de déontologie, il faut que les financeurs puissent les soutenir, pas seulement pour les projets, mais aussi pour leur structuration. Et je crois que c'est extrêmement important de faire en sorte que quand un financeur met un financement sur la table, il mette aussi une partie de ce financement pour rendre l'association plus forte, plus structurée, plus professionnelle, etc. Et ça marche pas simplement à travers les frais administratifs, en fait. Alors, bien sûr, on peut le dire en gonflant les frais administratifs, mais ça marche aussi par de l'accompagnement, par… vous savez, moi, je me souviens d'un financement comme ça où… le financeur nous a dit on a des contraintes, il faut que vous mettiez en place une politique de protection des publics fragiles, c'est absolument obligatoire. On ne l'avait pas à cette époque-là et ils nous ont dit écoutez, on vous la finance. Et en fait, je trouve que ça, c'est aussi la manière dont on va atteindre de façon collective dans tout l'écosystème, que ce soit celle des financeurs, mais aussi des associations qui reçoivent ces financements, j'allais dire des objectifs de qualité qui sont plus hauts. Et les associations, elles ne peuvent pas inventer les sous qui permettent de faire ça. C'est souvent pas les bailleurs publics qui permettent de faire ça. Et donc, je pense que c'est aussi de la responsabilité des financeurs privés que de soutenir ça. En tout cas, moi, je pense que ça fait vraiment partie de cette question de déontologie. Finalement, la déontologie, c'est aussi de donner les moyens de ses ambitions. Merci Jérémy de votre concision et de ce point, d'ailleurs qui figure dans la charte que Clara et Mathilde vont nous présenter tout à l'heure un petit peu plus dans le détail. Je vais donner le mot de la fin à Isabelle et avant, je vous répète cette invitation que l'on vous fait de nous poser des questions. On envoie dans le chat, donc tout à l'heure, il y en a une qui vous est destinée, Jérémy. On se la garde pour la fin, mais n'hésitez pas encore une fois à libeller des questions dans le chat. Isabelle, je vous laisse le mot de la fin sur, selon vous, la condition de succès de cette initiative. En réalité, je vais paraphraser ce qui a été dit, mais je vais essayer d'abonder plutôt. Il faut que nous soyons le plus nombreux possible, le plus grand nombre possible de mécènes à nous y conformer et qu'on ait bien en tête que tout ne sera pas possible du jour au lendemain, qu'on est vraiment on doit se mettre dans une situation d'amélioration continue. De nos process, de nos pratiques, et de la charte aussi, donc ce qui a été dit. Je voulais conclure, et Jérémy, c'est formidable le partenariat. Je voulais dire qu'en tant qu'entreprise mécène, on doit à tout prix soutenir nos partenaires dans cette démarche et être là pour accompagner ceux qui ont besoin d'être accompagnés. Je ne suis pas sûre que BSF soit ceux qui ont le plus besoin d'être accompagner dans la démarche, dans le financement, absolument. et j'insiste là-dessus. Et effectivement, aller au-delà des frais de projet, les frais de structure, c'est fondamental. Et voilà, accompagner les associations, accompagner aussi nos équipes, nos collègues au sein de l'entreprise, nos collègues des autres directions qui font aussi du mécénat, les filiales de nos groupes, etc. Voilà, l'accompagnement, ça sera mon maître mot. Merci beaucoup Isabelle. Alors, merci à tous et toutes. Jérémy, Isabelle, Lucille, Anna de ces partages et éclairages. C'était, je pense, très précieux de vous entendre. Maintenant, c'est le moment de la présentation de la charte. Clara, the floor is yours, avec Mathilde. Merci Yann. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, je suis Clara Lemonnier. Je travaille depuis 3 ans avec le comité de pilotage sur ce projet de charte de déontologie. Et donc, peut-être avant que Mathilde nous présente en détail les principes et exigences de la charte, moi, je vais revenir rapidement sur le projet lui-même. Donc, en fait, le document qu'on vous présente aujourd'hui, c'est vraiment une nouvelle étape pour le secteur. Donc ce document nous semble être une réponse adaptée aux besoins qui avaient à l'époque été identifiés, à savoir notamment et principalement une responsabilisation collective du secteur en faveur de la sécurisation des opérations de mécénat. C'est une grande première, ce travail, et un message fort, notamment envoyé à la fois au pouvoir public avec qui on a largement échangé sur ce sujet-là, mais aussi auprès des médias et du grand public. Donc, on considère qu'aujourd'hui, le secteur, et ça va perdurer d'ailleurs, joue pleinement son rôle, à savoir prévenir et anticiper les potentielles dérives en matière d'opération de mécénat, et ensuite à l'État, dans son rôle, à lui, de contrôler et de sanctionner en cas de manquement.
Donc, on voulait aussi rappeler que cette charte, qui s'adresse donc évidemment aux mécènes, repose sur une démarche volontaire. Donc, c'est aux mécènes qui souhaitent s'engager et s'inscrire dans une démarche de déontologie de venir vers nous et ensuite voilà, de s'inscrire dans cette démarche. Puisque la sécurisation des opérations de mécénat repose sur un principe de responsabilité partagée entre entreprises et porteurs de projets. Évidemment, les porteurs de projets peuvent aussi s'approprier cette charte et la promouvoir auprès des mécènes avec qui ils réalisent des opérations de mécénat. Par ailleurs, donc, elle s'inscrit en complémentarité de la loi, évidemment, mais également de la charte du don en confiance qui, elle, s'adresse aux porteurs de projets. Et enfin, nous avons bien conscience que les principes que va vous présenter Mathilde dans quelques secondes sont exigeants, mais c'est un souhait de notre part. Mais pour autant, nous avons voulu que cette charte soit simple d'appropriation. Et donc, notre comité de pilotage que Nicole et Oriane présentaient en début d'événement se pérennise, donc il va se maintenir pour les années à venir. Et on sera vraiment là pour accompagner les entreprises dans leur démarche et nous faire vraiment preuve de pédagogie pour que ce document soit voilà, un véritable outil au service des entreprises et plus globalement du secteur. Mathilde, je te laisse la parole pour présenter la charte. Merci à tous. Merci Clara, bonjour à tous à toutes et tous. Donc moi je suis Mathilde Cuchet-Schossler, je suis déléguée déontologie et aux relations extérieures au don en confiance. Et donc j'ai pour ma part contribué sur l'aspect expertise en matière de déontologie, même si évidemment Clara l'a rappelé, le don en confiance, la déontologie du don en confiance s'applique aux porteurs de projets uniquement, enfin aux organisations d'intérêt général. Donc c'était quand même un exercice un petit peu différent que d'élaborer cette charte qui est dédiée aux mécènes. Alors je vous propose de partager mon écran et de regarder avec vous la charte de déontologie. Donc, voilà. Je pense que c'est bon. Ouais. Alors, je suppose que vous en avez pris connaissance. L'idée n'est pas de faire une lecture mot à mot. Voilà. Je ne reviens pas sur le préambule, hein, parce que les principaux éléments, Clara vient de vous en parler. Je vais plutôt revenir sur les principes et les exigences. Voilà, pour vous donner un petit aperçu de ce que c'est, j'espère vous donner envie de nous contacter ensuite pour vous renseigner davantage sur la charte et comme dirait Anna, essayer de vous convaincre de vous engager dans la démarche. Donc, cette charte, on l'a élaborée sur la base de pratiques. Hein. C'était sur la base d'entretiens qu'on a fait donc, avec des fondations d'entreprises et des mécènes d'entreprises. Marion nous l'a rappelé en introduction, c'est la légitimité qui a guidé notre démarche, la légitimité et le fait qu'on souhaitait vraiment que cette charte s'imprègne et soit au plus près des pratiques des mécènes. Et en entendant les différents intervenants autour de la table ronde, vous allez constater, tout comme moi, je suppose que c'est le cas, puisque voilà, vous allez retrouver à chaque fois les exemples qui correspondent. C'est pour ça que je vais pas m'attarder trop longtemps. Donc, je rappelle tout de même qu'on est dans une démarche de progrès, effectivement, Clara vient de nous le dire aussi. Donc, c'est un idéal. L'objectif, c'est de tendre vers cet idéal, même si, évidemment, il y a déjà des mécènes qui, on l'a entendu juste avant, respectent certainement toutes les dispositions. Je rappelle aussi que c'est un cadre qui doit pouvoir s'appliquer pour toute entreprise ou fondation d'entreprise mécène, de toute taille, avec tous les montants de mécénat. Donc, on reste sur des principes et des exigences assez larges pour qu'elles puissent donc s'appliquer à tous. Alors, je rentre de suite dans le vif du sujet. Alors, notre premier principe, on a 4 principes, il concerne la gestion des intéressés des opérations de mécénat. Donc, ce principe-là vise à rappeler que l'objectif d'une opération de mécénat, c'est de soutenir un projet d'intérêt général de manière désintéressée, alors pas comme on a pu nous le dire lors d'un entretien, pas au sens intérêt pour un projet, mais bien l'intérêt commercial, l'avantage
financiers, personnels, etc. Et mener distinctement des activités lucratives de l'entreprise. Alors, j'insiste sur mener distinctement, puisque le distinctement s'applique à mener et pas à activité. Ce qui m'amène au premier point d'exigence sur ce principe qui concerne l'intérêt général versus l'intérêt commercial de l'entreprise. L'idée n'est évidemment pas d'interdire aux mécènes d'avoir un champ d'action qui est différent de celui des organisations, des porteurs de projets qu'il soutient. Vraiment, ce qui est important, c'est que les deux activités soient vraiment menées distinctement. Alors, quelques exemples d'exigences sur ce thème-là. Donc, une entreprise ne peut à la fois soutenir un projet concomitamment au titre de mécène et au titre de parrain. Autre exemple, l'opération de mécénat ne peut être conditionnée à la vente d'un produit ou d'un service. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on peut rencontrer aussi. Et par exemple, encore, une opération de mécénat ne peut être conditionnée à la fourniture d'une prestation qui serait liée au projet. C'est aussi un cas qu'on a rencontré. Alors, cet aspect désintéressement nous amène à un sujet tout à fait sensible, médiatique, donc les liens et conflits d'intérêts. Je crois que c'est Anna qui l'a abordé juste avant. C'est évidemment un sujet central. Alors, quelques exigences, par exemple, sur ce point-là. Il est demandé que le mécène formalise clairement sa politique de mécénat et que dans cette politique de mécénat figurent vraiment les objectifs du mécénat, les secteurs d'activité et le périmètre de ces activités de mécénat. Un autre exemple, bien entendu, tout avantage accordé à titre individuel est proscrit. Ça peut paraître évident, mais ça va mieux en le disant. Ensuite, oui, alors ça a été évoqué aussi dans la table ronde, concernant la sélection de projets. Il est recommandé dans la charte qu'elle soit le plus impartiale et le plus collégial possible. Quand c'est possible, étant donné les moyens attribués à la sélection de projets, mais en tout cas, c'est aussi une garantie pour éviter les conflits d'intérêts. Bien entendu, les existent, ça fait partie des entités, etc. Donc, il n'est pas question de dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de lien d'intérêt, mais par contre, évidemment, il faut pouvoir anticiper, identifier et gérer les conflits d'intérêts quand ils se présentent. À ce titre-là, on recommande d'élaborer une procédure de prévention des conflits d'intérêts qui soit opérationnelle. Et enfin, dernier sujet sur ce principe qui est très lié à celui des liens et conflits d'intérêts, celui des contreparties. Alors, je rappelle que la déontologie, elle s'inscrit en complément de la loi. Hein. Clara nous l'a dit. Donc, l'idée, c'est d'aller un cran plus loin que la loi. Donc, on a souhaité donc, dans cette charte afficher un principe fort qui est que une opération de mécénat, elle s'effectue sans contrepartie, par principe. Alors, évidemment, ce principe-là est un peu nuancé. On sait très bien qu'il y a beaucoup de contreparties dans le cadre des activités de mécénat. Quoi qu'il en soit, on précise que s'il y a des contreparties matérielles, il convient de les mentionner dans la convention, que tout ceci soit encadré. Sur le deuxième principe, c'est le respect mutuel mécène porteur de projet. Donc ça, c'est aussi un sujet qui a été beaucoup abordé pendant la table ronde. Alors, avec deux mots-clés qu'on a déjà entendus, qui sont évidemment équilibre et confiance, les deux mots-clés pour un respect mutuel. Mécène porteur de projet, donc je crois que ce que nous ont dit les intervenants de la table ronde nous ont bien montré à quel point c'était important. Alors justement, l'équilibre de la relation mécène porteur de projet. Donc, on a une première exigence qui stipule bien qu'il ne faut pas qu'il y ait d'ingérence du mécène dans le projet qu'il soutient. Néanmoins, ça ne veut pas dire que le mécène ne peut pas être force de proposition, que peut être co-construit avec le mécène. Dans certains cas, c'est même tout à fait souhaitable. Par ailleurs, ce qu'on a souhaité rappeler là dans la charte, c'est que la responsabilité du projet, elle demeure celle du porteur de projet.
Également, on peut citer donc le deuxième point, parce que c'est quelque chose qu'on a aussi pas mal rencontré. On peut exiger du porteur de projet de subordonner une forme de mécénat à une autre, typiquement du mécénat de compétences en échange d'un mécénat financier. La contractualisation de la relation. Le plus important, c'est que toute relation de mécénat doit être encadrée par une convention. Alors, j'ai entendu juste avant que c'était quelque chose que tout le monde était censé faire. Ce n'est pas le cas du tout. Et donc, voilà, c'est la base, mais c'est quand même quelque chose qui nous paraissait important de mentionner. Il y a aussi également le principe de proportionnalité. C'est quelque chose qu'on retrouvera encore un petit peu plus loin dans la charte, qui est en fait une notion très importante et liée à une question qu'on vient d'avoir, je crois, sur le chat, à laquelle on n'a pas, je ne sais pas si mes collègues ont répondu. Il est important vraiment d'avoir en tête que ceci est un cadre et que tout ce qui est recommandé dans cette charte doit être proportionné au montant du mécénat, à l'ampleur du projet, à la taille de l'organisation. Voilà. J'y reviendrai juste après. Alors, on a un risque, évidemment, c'est le risque de dépendance financière. Donc, c'est traité dans l'exigence 2. Il ne s'agit pas, donc ça a été dit, de ne pas financer des frais de structure pour les porteurs de projets, mais de faire attention à ne pas créer un lien de dépendance qui pourrait aboutir en cas dans le cas où le mécène arrêterait de financer le porteur de projet, qui pourrait aboutir à la disparition du porteur de projet lui-même. J'accélère un petit peu. Oups, je monte. Bon, voilà. Le principe de proportionnalité, justement. Donc, voilà, on l'a clairement inscrit ici. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment important. Et donc, on stipule ici que le mécène doit être vigilant à ne pas solliciter plus que nécessaire le porteur de projet et n'exiger que les informations utiles à la sélection, au suivi et le cas échéant à l'évaluation tout et pas grand-chose. En fait, ce qu'il y a derrière cette disposition, c'est qu'il est vraiment conseillé aux mécènes de réfléchir donc en fonction à nouveau des montants de mécénat, de la taille du projet, de la taille de l'organisation, de l'ampleur de l'appel dans le cadre de la sélection, d'évaluer ce dont j'ai besoin pour pouvoir choisir le porteur de projet que j'ai envie de soutenir et ce dont je n'ai pas besoin ou que je pourrais demander plus tard. Peut-être que ces documents-là, ce n'est pas utile pendant la sélection, ça sera plus utile pendant le suivi, donc ce n'est peut-être pas utile de le demander dès la sélection. Ça, c'est un retour qu'on a beaucoup eu de la part des porteurs de projet et de mécènes aussi qui semblaient perdus dans les listes de documents à demander ou à pas demander, donc sans trop de points de repère. Donc, notre troisième principe, c'est la rigueur de la gestion et à nouveau ce principe de proportion qui est rappelé ici. L'idée, ce n'est pas d'uniformiser les process, mais c'est de donner vraiment un cadre et que le mécène puisse s'approprier et avoir en tête au moment où il va mettre en place sa sélection de projet, le suivi, le reporting, l'évaluation. Donc ici, vous avez un certain nombre d'exigences qui concernent la sélection et l'attribution. Par exemple, on demande aux mécènes de se doter d'une procédure d'encadrement des opérations de mécénat qui soit accessible, qui puisse décrire la manière dont seront suivis les projets soutenus, les personnes qui s'en chargent, la méthodologie, et que ça soit largement partagé au sein de la structure mécène. Concernant le suivi, le reporting et l'évaluation, sachant qu'en matière d'évaluation, évidemment, il n'y a pas d'obligation d'évaluation, mais de suivi et de reporting, ça nous semble indispensable. On retrouve ici, dans la première exigence, le principe de proportionnalité pour ces éléments-là. Donc, suivi, reporting, évaluation, vraiment proportionné. Donc, à la nature du projet, mais aussi voilà, ce que j'ai dit juste avant. Je continue, je descends. Alors, ici, vous avez une dernière exigence pour cet aspect rigueur de la gestion qui concerne l'intervention de tiers. Donc là, il s'agit de 3 exigences, une qui porte sur les intermédiaires, la seconde sur les opérations décentralisées
pas toujours facile d'avoir la maîtrise de ce qui se passe dans ces filiales en matière de mécénat. Et ensuite, le cas d'un projet où il y a plusieurs contributeurs, je ne m'attarde pas là-dessus, ce sont quand même des cas particuliers. Et enfin, le dernier principe, le principe de transparence. Alors, il ne s'agit pas de communiquer tout azimut sur tout. L'idée ici, c'est d'avoir une communication la plus claire possible, donc sans ambiguïté, et qui s'effectue bien sûr distinctement de la communication sur les activités lucratives ou les activités de parrainage de l'entreprise. Sur le contenu de la communication, ce qui est important, c'est de bien communiquer, donc en interne, en externe, je ne reviens pas dessus. Sur la sélection de projet, que l'appel à sélection, quand il existe, puisqu'il n'est absolument pas obligatoire de faire un appel à projet, c'est que ce soit à nouveau, je l'ai déjà dit, mais je le répète, proportionné et vraiment se demander de quoi, qu'est-ce qui est utile pour pouvoir sélectionner le projet, et au moins que pour la sélection, et ensuite voir pour les candidats retenus ce qu'on pourra leur demander en complémentarité, mais pas assommer les porteurs de projets de documents qui serviront à rien. Et enfin, sur les montants, alors c'est quelque chose qui ne se fait pas forcément, on en a bien conscience, hein, mais l'idée, ce n'est pas de communiquer sur combien attribuer à qui, mais d'avoir une communication sur les montants alloués de manière globale, se faire une idée du montant du mécénat. C'est un principe de transparence et c'est pas forcément, ça peut être aussi dans l'intérêt du mécène, et c'est de toute façon une bonne pratique en termes de relations aussi au public, aux institutions, etc. Voilà, j'ai dépassé complètement le temps. Clara, je te repasse la parole pour les engagements. Ouais, je vais enchaîner, merci Mathilde. Donc j'imagine que maintenant vous vous demandez tous comment je fais pour devenir signataire. Donc juste avant de vous présenter rapidement le process, peut-être qu'il est important de rappeler à quoi on s'engage quand on est signataire. Donc tout d'abord évidemment à appliquer les principes énoncés et que Mathilde vient de vous présenter. Ensuite, à contrôler la bonne implication au sein de la structure. Donc, ça peut par exemple nécessiter la nomination d'un référent de déontologie qui serait en contact avec à la fois le comité de pilotage et qui veillerait en interne à la bonne application des éléments de la charte. Le signataire s'engage également à ouvrir un dialogue avec les porteurs de projets qu'il soutient autour des engagements qu'il prend. La pédagogie sera évidemment le maître mot, et ce dialogue pourra expliquer aux porteurs de projets certaines exigences qui sont prises par l'entreprise. Et enfin, dernier engagement, faire la promotion de la charte, à la fois en interne auprès des services de l'entreprise type compliance, RSE, RH, communication, et des salariés évidemment, mais également à l'externe. Donc, ça permettra de faire vivre la charte, mais également aussi de provoquer un effet d'entraînement. Donc, s'agissant du process, l'idée, c'est que ce soit le plus simple et clair possible pour les entreprises. On a créé, et elle s'affiche à l'écran, une adresse mail à laquelle vous pouvez nous écrire et vous pouvez nous contacter directement. Si on reçoit donc des sollicitations sur cette adresse mail, on y répondra, et avec une proposition de date pour un entretien. Donc cet entretien sera un entretien qualitatif basé sur le déclaratif, puisqu'en fait on ne fait pas de contrôle aujourd'hui dans le cadre de l'application de cette déontologie, donc il n'y aura pas de demande de documents particuliers, pas d'instruction de dossier comme par exemple le don en confiance peut le faire dans le cadre de son process de labellisation, et pas non plus de système de notation. Donc cet entretien aura notamment pour objectif de s'assurer que l'entreprise s'inscrit bien dans les démarches et les exigences de la charte. Comme le disait Mathilde tout à l'heure, l'idée, c'est évidemment pas de cocher toutes les cases. Et en plus, on précisait cette déontologie, elle est exigeante, mais plutôt de s'inscrire dans une démarche de progrès, et ça rejoint le propos que tenait Isabelle tout à l'heure d'amélioration continue. Donc, c'est vraiment ça l'idée, c'est de s'inscrire dans une démarche de progrès.
Je précise également que l'ensemble des entretiens seront évidemment modulés en fonction des interlocuteurs qu'on aura en face de nous, puisqu'en fait, on aura des entreprises de tailles différentes, de niveaux de maturité différents, de moyens humains et financiers différents, de secteurs d'activité différents et qui contiendront des porteurs de projets qui agiront dans des champs du domaine de l'intérêt général différents. Donc, l'idée, c'est vraiment de s'adapter à qui on a en face de nous. Ensuite, et c'est important aussi de le rappeler, ces entretiens seront basés sur la collégialité. Donc, à la fois dans le déroulé, c'est-à-dire qu'on sera au moins 2 à tenir les entretiens, et ensuite dans la prise de décision qui se fera de manière collective avec l'ensemble du comité de pilotage, donc les 4 organisations citées par Marianne et Nicole en début d'événement. Enfin, on s'engage à systématiquement faire un retour à l'entreprise qui sera un retour écrit et argumenté. Ensuite, donc le COPIT tiendra un registre des signataires et une fois que l'entreprise sera signataire, il y aura un entretien de suivi annuel qui aura pour objectif de faire le point toujours dans cette idée de démarche de progrès et d'amélioration continue. Nous souhaitons évidemment ouvrir le dialogue avec toutes les entreprises qui nous solliciteront. Donc, les refus, s'il y en a, ne seront évidemment pas définitifs. Nous laisserons simplement le temps à l'entreprise de se mettre en conformité avec la charte et les exigences qu'elle comporte avant de reprendre contact avec nous. Voilà un petit peu sur le process. Concernant les prochaines étapes de travail pour le comité de pilotage, on peut d'ores et déjà vous dire qu'en 2023, on travaillera à l'enrichissement de la charte et son contenu, notamment sur le volet mécénat de compétences et mécénat en nature. On a déjà rapidement commencé des échanges avec Pro Bono Lab et l'Alliance pour le mécénat de compétences. Et donc, voilà, ce sont des échanges qui se poursuivront sur toute l'année 2023. C'est une priorité pour nous. Nous souhaitons également mettre en place des guides pratiques qui seront destinés à faciliter l'application de certaines exigences de la charte et qui seront des guides pratiques notamment illustrés d'exemples qui porteront sur certaines exigences qui nécessitent justement une facilité d'application. Et enfin, on va présenter un lexique qui sortira, on l'espère, début 2023, qui sera destiné à expliciter certains termes de la charte, parce qu'on sait que la terminologie, particulièrement en matière de mécénat, est importante et que c'est important de savoir de quoi on parle. Je prends typiquement l'exemple de la différenciation entre frais de structure, frais de gestion, frais de fonctionnement, etc. Donc, parfois, on peut un peu se mélanger les pinceaux entre l'ensemble de ces termes-là. Donc, ce sera important de définir ces termes-là. Ce sera tout l'objet du lexique. Voilà un petit peu pour le process et les prochaines étapes. Merci beaucoup pour votre attention. Peut-être que maintenant, on va passer au temps de questions-réponses avant de laisser le mot de la fin à Patrick et François. Donc, Mathilde, tu as fait la modération et je crois qu'on a vu passer quelques questions dans le chat. Voilà, je remonte le fil et en même temps, si mes collègues ont des réponses à apporter, qu'ils n'hésitent pas. Je constate qu'il y a eu des questions notamment qui ont été... dont les réponses ont été apportées dans le chat. Il y en avait notamment une dédiée à la dimension ce principe de proportionnalité. Y aura-t-il une version anglaise de la nouvelle charte, de la charte, pardon, et sur les sujets de proportionnalité, des exigences qui sont faites auprès des porteurs de projets en termes de reporting, en termes de communication, etc. Donc, le mot-clé raisonnable et proportionné revient en réponse. Je vois une question qui est destinée à Bibliothèques sans frontières en particulier, posée par Alain. Donc, je vous l'évoque. Avez-vous évoqué dans votre charte, donc là, c'est cette singularité de Bibliothèques sans frontières qui s'est dotée d'une charte que vous évoquiez tout à l'heure. Qu'en est-il dans la partie liée au financement? Quel est le degré de prise en compte de l'éthique des activités du financeur lui-même? Alors ça, c'est une question sensible, évidemment. Quelle réponse vous pourriez nous apporter du côté de Bibliothèques sans frontières? Oui, c'est une excellente question. À BSF, on n'a pas aujourd'hui de financeurs. On travaille vraiment au cas par cas parce qu'on s'est toujours dit que c'était très compliqué de mettre des cadres idéologiques sur ces sujets-là. Et donc,
le conseil d'administration est saisi quand on a des cas un petit peu compliqués, des cas qui nous posent question en interne. Simplement, dans la charte, il est inscrit que le réseau BSF veille à ce que le donateur ne cherche pas à obtenir un avantage par une influence inappropriée. Et réseau BSF s'engage à n'accepter aucune exigence particulière des entreprises mécènes qui porterait préjudice à son mandat. Et enfin, le réseau BSF veille à ce que l'utilisation des fonds ne serve pas à payer ou fournir des avantages à une personne susceptible d'influencer des produits, contenus ou services commercialisés par un donateur. Donc, on trouve un peu en miroir les principes que vous énonciez tout à l'heure. Mais effectivement, oui, aujourd'hui, nous, on l'a de plus en plus, hein, cette question. J'ai été, voilà, pas plus tard que ce matin, interpellé par un de mes collègues sur une entreprise qui souhaiterait nous financer et qui se trouve être une filière d'une grande compagnie de champagne. Et donc, la question, une filière d'une grande compagnie de champagne, question de savoir est-ce qu'on travaille avec des gens qui sont dans le domaine de l'alcool. Voilà. Mais c'est des sujets qui sont évidemment complexes, donc à chaque fois, on les traite. Je suis désolé, je vais devoir vous quitter parce que j'ai un engagement autre part, mais en tout cas, merci. Ne soyez pas désolé, Jérémy, c'était prévu. Merci. Merci de ce dernier éclairage, hein, en tout dernier lieu sur le sujet. Merci pour votre accueil et votre invitation. Merci beaucoup, Jérémy, de vos contributions. Merci, Isabelle, d'avoir invité Jérémy à nous rejoindre. D'ailleurs, je pense que votre duo était très éclairant. Clara, comment tu voyais la fin des choses, puisque là, maintenant, nous arrivons quand même à dépasser un petit peu le délai imparti. Je te laisse peut-être… Oui, alors je me permets juste de prendre une dernière question qui était une question de Sophie qui est intéressante. Nous conseillez-vous d'intégrer cette charte en annexe des conventions et, une fois signataire, de la publier sur notre site internet? Alors, sur la publication sur votre site internet, une fois que vous êtes signataire, on vous le recommande puisque ça fait partie des engagements de se faire le promoteur de cette charte, donc on vous invitera fortement à le faire. Et sur l'annexion aux conventions, vous pouvez le faire, c'est juste qu'ensuite la charte tombe sous le coup du droit contractuel et du contrat. Donc il y aura une exigence supplémentaire si vous annexez cette charte à vos conventions, et vous pouvez tout à fait le faire au contraire. Voilà, je me mettais juste, et puis j'ai vu qu'il y avait mes collègues qui avaient répondu dans le chat à certaines questions. Du coup, peut-être qu'on peut laisser la parole à Patrick et François pour conclure cette élément. En effet. Patrick, peut-être, pour commencer, et François ensuite. Merci de vos mots de conclusion par avance. Patrick, je vous en prie. Merci Yann. Tout d'abord, merci à toute l'équipe qui a organisé ce iLab. Très intéressant, ça nous permet de franchir la première étape qui est de faire connaître. Donc, je pense que c'est effectivement fondamental et cette possibilité de faire ça en visio me paraît tout à fait intéressant. Merci bien évidemment à tous les intervenants pendant cette table ronde et tous les intervenants individuels aussi. Chacun a apporté sa pierre à l'édifice qui est en cours de construction. En tant et puis merci à l'équipe qui a travaillé depuis 2 ans. Donc, nous avons Clara, bien évidemment, Mathilde, Oriane, qui, depuis 2 ans, ont travaillé en partant pas tout à fait d'une feuille blanche, mais presque d'une feuille blanche, qui est quand même un travail tout à fait remarquable. Donc, merci au groupe de travail, qui devient, si j'ai bien compris, maintenant un comité de pilotage. Donc, avec les missions que Clara nous a décrites et qui est bien évidemment la phase aussi très importante d'implémentation de cette charte. En tant que président du Don en Confiance, je suis très content que le Don en Confiance ait pu amener son expertise en termes de déontologie, puisque finalement, le Don en Confiance a plus de 30 ans et la première pierre à l'édifice que le Don en Confiance a mis il y a 30 ans sur le papier, ça a été la charte de déontologie, donc destinée aux porteurs de projets, donc destinée aux organisations qui font appel à la générosité du public. Et c'est toujours, bien évidemment, la pierre angulaire du Don en Confiance. Donc, je souhaite un grand succès à la charte de déontologie du mécénat et à son déploiement parmi
tout le monde du mécénat et des financeurs de projets. Merci Patrick de ce mot de conclusion. François. Alors, écoutez, bonsoir à tous et à toutes. Je suis très heureux de cette réunion qui met le terme à une première étape, parce que je pense que c'est une première étape. Vous savez qu'Admical a toujours été sensible à ces questions de déontologie, avec une première charte qui avait vu le jour il y a maintenant une quinzaine d'années, puis qui avait été actualisée par la suite. Mais le vrai point de départ de la démarche dans laquelle nous sommes aujourd'hui, ça a été, je dois le dire, une conversation un peu tendue à Bercy à propos de l'approche prétendument peu désintéressée de certaines grandes entreprises sur la nécessité d'opérer des contrôles et sur le vœu exprimé par l'administration fiscale que ces contrôles viennent plutôt de la profession ou du microcosme lui-même plutôt que de l'administration. Et donc, on est parti sur cette idée de code de déontologie. Je suis très heureux et je remercie tout particulièrement le Don Confiance d'avoir accepté le copilotage de cette initiative parce qu'effectivement, c'était leur ADN, leur expérience, un long parcours déjà. Et je suis très heureux aussi parce que c'est devenu très rapidement une expérience collective au sein d'un comité de pilotage relativement rétréci, mais au sein aussi de la coordination de générosité qui s'est approprié ce processus et qui l'a suivi pas à pas jusqu'à sa conclusion, la conclusion de cette première étape qui a été menée, je dois dire, de façon très efficace et compétente par un groupe de travail formidable que je salue ici. Alors, comme je le disais en commençant, ce n'est pas la fin d'un processus, c'est une première étape, j'ai même envie de dire c'est le début d'une nouvelle vie. Il ne s'agissait pas bien sûr de faire un exercice de style en couchant sur le papier un certain nombre de principes que plus personne n'aurait respectés par la suite. Ce que nous avons fait jusqu'à maintenant, il va falloir maintenant le faire vivre et cet aspect-là, il est absolument fondamental. Donc, je profite de ce petit mot de conclusion pour lancer un appel à tous les mécènes qui sont parmi nous aujourd'hui dans l'auditoire, et puis on le lancera via Admical et via nos autres relais de la coalition générosité à toutes les entreprises potentiellement mécènes. Cette charte ne vivra que si, effectivement, elle devient concrète, que s'il y a un grand nombre d'entreprises qui viennent la signer, qui viennent participer, qui viennent l'enrichir, et si on peut progressivement, effectivement, en faire un outil de travail au service d'un mécénat qui soit à la fois plus éthique, moins soumis à la critique, comme on a pu le voir encore relativement récemment sur certains médias, et plus efficace au bout du terme. Je crois qu'il y a un immense besoin de financement privé, un immense besoin de mécénat, et plus ce mécénat aura su faire la démonstration qu'il poursuit vraiment son objectif désintéressé de progrès social et sociétal, eh bien, plus notre société qui en a tellement besoin pourra en bénéficier. Donc maintenant, tous à l'œuvre au service de cette charte pour qu'elle devienne véritablement le processus quotidien de fonctionnement du mécénat des entreprises. Merci à tous. Merci, cher François. Merci, Patrick. Nous allons clore cette séance de pédagogie autour de cet outil. Comme dit François ainsi que Patrick, c'est la première étape. Cette charte est la vôtre. On vous invite à nous poser des questions. Si vous voulez passer à la phase engagement, vous nous adressez un mail à déontologie-mécénat@gmail.com. Vous pourrez trouver tous ces éléments, donc n'hésitez pas. Le processus commence en janvier. On est très ambitieux, mais on va y aller méthodiquement. On va prendre le temps parce que ces ambitions-là vont prendre du temps. À terme, dans 3 ans, l'objectif qu'on pourrait s'assigner, c'est d'avoir un label à proprement parler sur ce sujet-là. Mais donc, ça ne fait que commencer. Donc, merci en tout cas de votre attention, de l'intérêt que vous y avez manifesté et à très bientôt pour les prochaines étapes.